Nous accueillons maintenant Pierre-Emmanuel Simon, donc magistrat au tribunal administratif de Nantes, ainsi que maître François Poilic, avocat au barreau de Nantes, pour évoquer l'acte administratif algorithmique cette fois-ci. Alors plus précisément, on va vous présenter le cadre juridique de l'édiction et du contrôle de l'acte administratif algorithmique. En deux mots, on a évoqué tout à l'heure l'urbanisme et la commande publique. La passation d'un marché public, le refus ou l'autorisation d'un permis de construire constituent des actes administratifs. On les qualifie dans notre propos d'algorithmique en ce sens que l'IA va venir aider celui qui va signer l'acte à le produire. Et je vais aller tout de suite à la conclusion, si on n'avait pas trop le temps. J'ai pas dit ça, tu exagères. On considère que l'IA ne va pas bousculer le cadre juridique de l'édiction et du contrôle des actes administratifs. On va essayer de développer et de vous en faire prendre conscience. Vous savez que, alors, je vais parler de l'administration au sens large, sachant que le service public de la justice y entre aussi. L'administration au sens large est sous pression budgétaire, vous le savez, et est à la recherche d'efficacité, et donc l'IA pénètre aussi l'administration. Un premier exemple dont vous avez tous entendu parler, c'est Parcoursup, qui est une IA, mais une IA de première génération, c'est-à-dire symbolique. Et maintenant se développe au sein de l'administration une IA générative, donc de type ChatGPT, notamment, et je vous en parlerai tout à l'heure, notamment pour identifier les fraudeurs fiscaux et sociaux. C'est une technologie qui présente d'indéniables avantages, ils vous ont été présentés ce matin, mais aussi comporte des risques considérables, et c'est le point sur lequel je vais intervenir, des risques considérables d'atteinte aux droits humains fondamentaux. En gros, atteinte aux libertés publiques, et c'est le cœur de mon propos, qui va poser des problèmes de transparence et de vérité, d'une manière générale, au sens philosophique du terme, du fait des biais algorithmiques. Mais ça m'a fait penser à quelque chose tout à l'heure. On a aussi, si l'IA a des biais, nous aussi on en a, les biais cognitifs, tout le monde en a entendu parler. Et je serai amené à faire une petite comparaison tout à l'heure entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc cette IA a suscité ces dernières années d'intenses discussions et tractations. Vous avez entendu dire que l'Europe cadenasse par une réglementation, que les États-Unis libèrent, et c'est toute la problématique de l'équilibre dans des États démocratiques entre les libertés individuelles et l'activité économique. On a un cadre juridique international qui est relativement souple. Vous avez l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, j'ai un certain nombre de textes, il y en a une quinzaine, je vais passer rapidement, mais je les tiens à votre disposition si cela vous intéresse. L'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil de l'OCDE, etc. C'est un cadre juridique international souple. En revanche, sur le plan européen et sur le plan français, on a un cadre juridique qui est beaucoup plus contraignant. J'ai identifié 13 textes sur le plan européen et français. Vous avez entendu parler du RGPD, vous avez entendu parler de la loi de 2016 pour une république numérique, un règlement du Parlement européen sur le libre flux des données à caractère personnel dans l'Union européenne. Vous avez entendu parler de la loi de 78 sur l'informatique, les fichiers et les libertés publiques.
voilà, etc. Je passe là-dessus. Il y a essentiellement deux textes qu'il faut retenir ou avoir à l'esprit au niveau européen, mais qui ont été transposés en droit français. C'est effectivement le RGPD et puis le RIA. L'intérêt du RIA, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, est qu'il a une portée extraterritoriale, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas qu'au niveau européen. Et il va notamment avoir une portée par rapport comment dirais-je, aux IA américaines et chinoises notamment. Ce texte régule les usages de l'IA en fonction de l'intensité des risques portés aux droits fondamentaux. Et l'IA identifie 4 niveaux de risque: inacceptable, haut risque, risque élevé et risque minimal. Et la plupart des systèmes d'IA en matière d'accès aux droits et services publics entrent dans la catégorie des risques élevés ou de haut risque. Pour vous dire que, alors, certains penseront que les libertés individuelles ne sont pas suffisamment protégées, d'autres vont considérer qu'elles le sont trop. L'équilibre est toujours instable, mouvant, et va nécessairement être bousculé par les évolutions technologiques. Il faudra que le droit, dont on dit qu'il court toujours après les évolutions technologiques, s'adapte rapidement. Cela dit, j'ai lu, ce sont des commentaires de texte, hein, je vous dis tout de suite, je ne suis pas allé lire le RGPD ni le RIA, mais j'ai lu qu'il y a une rédaction qui est un peu différente sur des sujets qui sont communs, donc il va y avoir des zones d'interprétation dont pourront se saisir les justiciables. Donc la question que je me suis posée est celle de savoir si l'IA est de nature à remettre en cause le cadre juridique de l'action administrative. L'IA est une technologie qui est basée sur des mégadonnées, des algorithmes, on vous l'a dit ce matin, une puissance de calcul et, je l'ai appris par Pierre lors de la préparation de cette journée, des prompts. Bon. Je vous dis que notre cerveau humain fonctionne peu ou prou de la même manière. Et j'ai trouvé un cinquième élément tout à l'heure avec les biais algorithmiques ou cognitifs. Alors, chacun de ces 4 items pose une problématique. L'énergie, ça c'est la puissance de calcul, c'est la problématique écologique. Le questionnement, c'est la formation et l'utilisation de l'IA. Et puis il y a 2 sujets que je vais traiter qui sont la production, la circulation et l'exploitation des données personnelles et publiques, premièrement, et deuxièmement, la transparence des algorithmes. Sur le premier sujet, la production, la circulation et l'exploitation des données personnelles et publiques, c'est un enjeu, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, d'équilibre entre des États démocratiques qui sont garants des libertés individuelles et des opérateurs économiques dans une économie ouverte. Pas perdre de vue, aujourd'hui, on constate la puissance des GAFAM, parce qu'on a laissé faire à un moment donné en Europe. Et donc, si l'Europe, comment dirais-je, sort de la course, parce que je pense que c'est une course à l'IA, on va être aussi sous contrôle des États-Unis. Donc il faut trouver là, et c'est un enjeu démocratique, cet équilibre entre l'activité économique dans un monde ouvert et la protection des libertés individuelles. Alors on a beaucoup parlé de données depuis ce matin, mais à un moment donné, il faut les définir, les données. Et le droit les a définies. Au niveau européen, une donnée, c'est le juge, comme vous le savez, applique la loi et se prononcera sur cette définition-là s'il doit un jour se qualifier la problématique qui lui est soumise de donnée ou pas. Donc au niveau européen, une donnée, c'est toute représentation numérique d'actes, de faits
ou d'information et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels. En France, la donnée publique s'appelle document administratif. C'est l'article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration auquel je vous renvoie. Une partie de mon propos est basée sur ce code qui définit effectivement les relations entre l'administration et l'usager, notamment du point de vue de l'usage des données personnelles et publiques. Les codes sources des algorithmes publics, et ces derniers, c'est-à-dire les algorithmes publics, sont des documents administratifs. Et quand ça veut dire que depuis la loi de 79 sur l'accès 78 sur l'accès aux documents administratifs, n'importe qui peut demander la communication de ces documents. Et il y a toute une procédure de gestion de la demande et du refus avec la création en 78 de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Tout l'enjeu de la collecte et de la production de données par l'administration, quand vous demandez par exemple un passeport, une pièce d'identité, vous communiquez à l'administration des données qui sont personnelles. Tout l'enjeu va être ce que disait tout à l'heure mon confrère Bertrand Vendée, l'actualisation de ces données et l'exactitude des données. En ce qui concerne leur circulation, le Code des relations publiques, des relations entre le public et l'administration consacre un principe de libre accès, de circulation et d'exploitation par défaut des données publiques dans une logique de service public et non pas de marché. Il y a toutefois une restriction, une restriction qu'on rencontre régulièrement en droit administratif pour des motifs de sécurité publique, bien entendu. Cela dit, en ce qui concerne les données personnelles, l'administration doit bien entendu respecter le RGPD, principe de protection des données, qui a été érigé en principe essentiel d'une souveraineté numérique par la CJUE. La réutilisation d'informations publiques est en principe gratuite et ne peut en principe faire l'objet d'un droit d'exclusivité. Donc c'est important de connaître ce cadre juridique-là à partir du moment où l'IA va utiliser ces données. Et donc c'est la question que posait un des confrères ce matin. Est-ce que l'IA à laquelle on fait appel respecte effectivement ce cadre juridique de gestion et de protection des données? Sur la transparence des algorithmes maintenant. L'action administrative se traduit par l'édiction d'actes administratifs unilatéraux, par opposition au contrat, des actes qui sont décisoires, soit individuels, soit réglementaires, et qui expriment la volonté de l'administration et s'imposent à l'administré. Mais cet acte administratif unilatéral, il doit respecter un principe fondamental qui est le principe de l'égalité, non pas L'-E-G-A-L-I-T, mais L-E-G-A-L-I-T, c'est-à-dire, comment dirais-je, au sens large, le respect de la loi, avec les règlements européens, les directives, les traités internationaux, les constitutions, lois, règlements, etc. Tout ce cadre-là doit être appréhendé par l'administration lorsqu'elle prend une décision. Et en démocratie, ces actes sont soumis donc à un ensemble de règles, de forme et de fond. Je vais passer sur les règles de fond, mais de forme c'est important par rapport à l'acte administratif algorithmique. Vous avez notamment le respect de la compétence de l'auteur de l'acte. N'importe quel fonctionnaire ou élu ne peut pas prendre n'importe quelle décision, tout ça c'est cadré. Vous avez des règles relatives à la procédure d'édiction de l'acte, dont, ça c'est important, l'examen individualisé complet de la situation de l'usager, dans certaines situations. Le respect du principe du contradictoire et
l'obligation de motivation. Et ça, ces trois éléments-là me paraissent fondamentaux par rapport à l'édiction d'un acte avec l'aide de l'IA. Ces actes seront soumis au contrôle du juge administratif dont M. Simon va nous parler tout à l'heure. Et dans un état de droit, tout l'enjeu pour le justiciable est de faire face à une administration transparente, et plus encore lorsque l'acte a été édicté en partie ou en totalité par un algorithme. En dépit de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, l'action publique a été marquée jusqu'en 1978, les lois de 78 et 79 sous Giscard d'Estaing, par la distanciation avec les administrés, le secret dans la prise de décision et le maintien d'une certaine confidentialité dans le processus de décision. On voit aujourd'hui le parallèle avec l'IA, avec la boîte noire. Bon. Sauf qu'en 78-79, on a ouvert l'administration selon le principe de transparence de l'action publique et l'obligation notamment de motivation des actes et d'accès aux documents administratifs. Et ce cadre juridique-là, il n'est pas bousculé par l'IA. Les pouvoirs publics seront toujours soumis à ce cadre, enfin pour l'heure, sauf à ce que l'IA prenne le contrôle des humains. Ce cadre juridique-là obligera toujours l'auteur d'un acte administratif appuyé par l'IA à motiver et à être transparent. Si l'article 4 de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, que vous retrouvez dans le code des relations entre le public et l'administration sous le numéro L311-3-1, a autorisé la prise de décision administrative individuelle sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais tout en l'obligeant à respecter le principe d'égalité et toutes les règles que je vous ai citées tout à l'heure. Après s'impose, et je vais aller rapidement, l'article 22 du RGPD, qui a été transposé aussi en France, qui pose le principe que la personne concernée par le traitement algorithmique a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre dans l'administration aujourd'hui un acte uniquement fondé sur un traitement algorithmique. Il doit toujours y avoir un regard humain. On peut déroger à ce principe-là, mais bon, il y a des règles à respecter. Le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées de sauvegarde des droits et libertés, etc. Tout ça, c'est dans le RGPD. Et vous avez aussi l'article 86 du RIA qui organise, ça c'est dans l'idée de transparence, organise le droit à l'explicabilité des décisions individuelles, conférant à toute personne concernée le droit d'obtenir du déployeur, donc celui qui a conçu le logiciel, des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d'IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise. Vous avez enfin une décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2018 qui a considéré que le responsable du traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer en détail et sous une forme intelligible à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre, etc. etc. Pour l'heure donc, à défaut de volonté propre de l'IA générative, qui n'est pas encore dotée de personnalité juridique, un acte administratif unilatéral ne peut être totalement généré par un système d'IA. Il doit demeurer l'expression
de la volonté d'une administration poursuivant un objectif d'intérêt général. L'enjeu demeure ici l'appréciation par l'administré de ce qui relève de la technologie et de ce qui relève de l'humain. Ça va être le travail du juge administratif derrière. Erreurs commises dans la programmation, de la sélection des données ou de leur représentativité, erreur de conception du software, émancipation de l'IA, c'est-à-dire sa faculté à se détacher de sa programmation initiale et de procéder à des analyses et conclusions que les développeurs des systèmes n'ont même pas envisagées. Comment identifier le vice de l'algorithme et son auteur? À qui imputer cette violation de la loi? Comment identifier et contrôler la volonté humaine dans un traitement algorithmique? Comment prouver le biais discriminatoire de l'algorithme, etc. etc. Par rapport à mon sentiment par rapport à l'IA, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a des bugs, mais quand l'erreur est humaine, l'erreur est informatique aussi, mais si on vient nous voir, nous, si vous m'écoutez aujourd'hui, si on m'a demandé de venir, c'est parce que quelque part, on m'a fait un peu confiance sur ce que j'allais pouvoir dire. Le jour où on va pouvoir faire confiance à une IA, les choses ne seront pas tout à fait les mêmes. Voilà. Alors, je vais essayer d'être rapide sur ma partie, puisqu'on a déjà abordé pas mal de questions, et les questions générales sur l'utilisation, les utilisations qu'on aura de l'IA. Après, il y a un cadre qui est propre au juge administratif et donc qui contrôle effectivement l'action de l'administration guidée par l'utilisation, enfin avec l'utilisation de l'IA dans ce cadre juridique. Et il y a également ensuite comment le juge aussi inscrit son action à travers ces règles. Donc sur le contrôle des décisions prises avec l'assistance de l'intelligence artificielle, bien sûr le juge a un contrôle, mais ça reste un objet de contrôle assez limité. Le contrôle qu'on connaît le plus, c'est le contrôle de la légalité des décisions qui mettent en œuvre des algorithmes. D'ailleurs, la décision de recourir à ces algorithmes dans l'exécution d'une mission de service public. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus en termes de jurisprudence, puisque finalement le contrôle du juge se borne à l'application du droit des données à caractère personnel au regard de la loi informatique et liberté notamment, et du RGPD. Et voilà, un des contentieux assez emblématique, c'est le contentieux qu'il y a eu sur l'utilisation de la plateforme Parcoursup. On a également beaucoup de contentieux, ça donne plus lieu à des recours en procédure d'urgence dans le cadre des référés liberté, surtout ce qui est utilisation des systèmes de surveillance dans le cadre des manifestations. Et là encore, l'objet du contrôle il est le même, c'est-à-dire qu'en gros c'est la protection des données personnelles, hein, donc c'est pour tout ce qui est utilisation de drones, donc on a vu ça pendant le Covid, ou les systèmes de reconnaissance faciale, c'est ce qui donne lieu à énormément d'ordonnances de la part du juge administratif. En revanche, ce qu'on n'a pas encore, et qui aurait été intéressant mais qu'on n'a pas, c'est le contrôle de la légalité d'une décision individuelle qui est prise par le biais de l'intelligence artificielle. Ça, il n'y a pas encore d'exemple là-dessus. Alors après la question c'est est-ce que ça viendra ou pas, dans la mesure où en fait il y a aussi d'autres biais pour l'administré d'obtenir satisfaction, notamment via le recours, Maître Wally qu'on a parlé, à la commission d'accès aux documents administratifs pour assurer le principe de transparence. Puis il y a également la CNIL qui effectue son contrôle. Donc on verra, en tout cas pour l'instant c'est pas des litiges qui se sont présentés devant le juge. Alors comment on contrôlera ça finalement? Là, on sera que dans la prospective, mais l'intervention du juge restera peut-être plus limitée qu'on le pense sur le sujet, compte tenu de plusieurs considérations, puisque le juge administratif n'a pas vocation à substituer à l'administration, et pour qu'il puisse, ce qu'il contrôle, c'est l'objet final, c'est pas forcément la manière dont a été prise la décision, et l'administration a l'obligation de prendre une décision individualisée. Donc on pourrait envisager, lorsqu'il y a l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle, d'avoir recours à un recours administratif préalable obligatoire pour que l'administration réexamine la situation et ensuite porter le litige devant le juge. Par ailleurs, le juge n'a pas à substituer son appréciation au choix de plus opportunité fait par l'administration,
et sous réserve du cadre général d'utilisation qui a été rappelé des traitements automatisés, le choix de recourir à l'intelligence artificielle plutôt qu'à une intervention humaine pourra rester largement soustrait au contrôle juridictionnel, comme étant finalement une modalité d'organisation de la prise de ces décisions, mais pas la prise de décision elle-même. Il y aura également des difficultés techniques pour exercer le contrôle, ce qui, comme pour les autres professions dont on a parlé, nécessitera une formation des magistrats à la question. Et puis aussi, pour la résolution des litiges, la constitution de viviers d'experts et aussi la possibilité d'avoir recours à l'amicus courrier. Reste que l'office du juge, il est assez plastique quand même. Le juge, dès qu'on lui donne un nouveau sujet, il aime beaucoup s'en saisir. Donc, je pense qu'on a tous les outils pour appréhender ça et pour adapter notre droit. On est suffisamment souple. Donc, moi, j'ai pas de... En tout cas, en tant que praticien, enfin que magistrat, j'ai pas d'inquiétude sur le fait on aura les moyens d'appréhender ces nouvelles problématiques. Maintenant, en deuxième lieu, je voulais faire un peu un état des lieux justement sur comment on voit notre rôle, l'utilisation de l'IA par rapport aux juges administratifs, puisque comme pour les autres professions, il est indéniable que l'IA pourra aider les juges à mieux faire leur travail, mais il ne faut pas que cette utilisation empiète sur le rôle du juge, contraigne le raisonnement juridique ou méconnaisse le droit des parties. Alors pour l'instant, on n'en est qu'au début. La réflexion éthique et déontologique en France, elle est engagée, mais elle est moins avancée que dans d'autres espaces. Donc la section du contentieux du Conseil d'État a commencé à conduire cette année, en 2024, une réflexion sur l'utilisation de l'IA par le juge administratif. Cette réflexion devait aboutir au mois de mai, mais en fait le Conseil d'État aime bien prendre son temps, donc je n'ai pas de choses à vous annoncer puisque ça sortira plutôt en fin d'année 2025. L'objet, c'est de dessiner les grandes lignes d'une utilisation responsable de l'IA par la juridiction administrative. Donc l'action du juge, elle s'inscrit dans le champ du RIA qui a été exposé par Maître Walik. Et dans le domaine de la justice, du coup, sont placés à haut risque les SIA destinés à être utilisés par une autorité judiciaire pour l'aider à rechercher et interpréter les faits ou la loi et appliquer la loi à un ensemble concret de faits. Donc ça, c'est sûr que là, on n'aura pas forcément recours à l'IA pour des tâches aussi fondamentales. En revanche, n'est pas considéré comme un tel ISA qui ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris en n'ayant pas d'incidence significative sur le résultat de la prise de cette décision, ce qui exclut tout ce qui concerne les tâches dites procédurales étroites, soit tout ce qui va permettre d'aider la réalisation de tâches préparatoires sans, in fine, aboutir à ce que l'IA se substitue à l'évaluation humaine et à la prise de décision. Donc on a plusieurs juridictions qui ont élaboré une doctrine d'emploi de l'IA, donc on a quelque chose au niveau du CEPEJ, mais peut-être que ma collègue judiciaire en parlera un peu tout à l'heure, je vais peut-être aller plus vite. Alors juste, on a deux exemples continentaux moi, que je voulais citer, c'est l'Italie et l'Espagne qui ont encadré par du droit dur les différents types d'IA et les usages pour lesquels elle peut être utilisée par le juge et à quelles conditions. Donc en gros, tout ce qui est prise de décision, c'est réservé encore à l'humain. Là-dedans, on n'intervient pas, l'IA intervient juste pour les recherches juridiques, pour le traitement d'informations sur des dossiers qui sont particulièrement volumineux. Donc on est encore sur de la collecte de données. Ce qu'on a pu voir sur les autres métiers, en fait, on est sur le même type d'application. N'empêche que la réflexion en France n'est pas au point mort. Je vous l'ai dit, le Conseil d'État a engagé sa réflexion. Alors, la Cour de cassation est plus avancée, je dois l'avouer. Et il y a déjà des projets en IA qui sont envisagés au sein de la juridiction. Notamment, par exemple, on a pour tout ce qui est pseudonymisation, pour l'anonymisation des décisions très très souvent renvoyées. Enfin, on a une expérimentation en cours au tribunal administratif de Paris sur une série qui est relative à la contribution au service public de l'électricité, pour laquelle l'IA devrait permettre d'identifier les pièces qui, dans les dossiers qui sont volumineux, comportent les informations les plus importantes,
ou encore pour faire au sein des séries des paquets de dossiers types qui pourront être traités ensemble. Donc on voit, si l'utilisation de l'IA présente des avantages en termes de gain de temps dans des tâches à faible valeur ajoutée dans la gestion des grandes masses de données, et dans une moindre mesure comme un outil de fiabilisation des procédures, par exemple pour le juge, est-ce que j'ai vu tous les moyens, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions qui me sont posées dans le dossier, elle n'est pas sans poser des questions éthiques et juridiques, au premier rang desquelles l'acceptabilité démocratique du recours à l'IA pour rendre la justice. Et donc la réflexion française rejoint bien sûr les problématiques de ses voisins européens, ce qui est relevé par Thomas Andrieux qui préside le groupe de travail au sein du Conseil d'État, et également le vice-président du Conseil d'État, c'est que le développement de l'IA fait craindre une perte d'intelligence et de sens critique liée au biais d'ancrage inhérent au fait d'être placé dans une situation non de rédacteur mais de vérificateur, ce qui posera la question de l'apprentissage et du recours à ces nouvelles applications et de la montée en compétences des jeunes recrues dans ce contexte. Se pose également le risque de la jurisprudence fichée par un effet boîte noire, puisqu'on l'a déjà dit, l'IA en fait elle ne raisonne que par rapport à ce qu'on lui a donné à manger, et justement la force de la jurisprudence, c'est pouvoir aussi s'adapter au-delà même des textes qui ont été fixés. C'est la première capacité d'évolution du droit. Donc à ce stade, l'utilisation de l'IA par le juge reste préconisée surtout pour la recherche et l'aide à l'analyse de dossiers volumineux. Pour l'instant, je vous dis, la doctrine, en tout cas par le juge administratif et le Conseil d'État, elle n'est pas définie, mais le Conseil d'État s'est déjà prononcé pour ce qui est de l'utilisation de l'IA pour l'action publique dans son rapport sur l'IA et l'action publique remis au Premier ministre en 2020, je crois. Et donc ces principes, je pense qu'ils pourront être adaptés à l'exercice des fonctions juridictionnelles. C'est la primauté humaine, la performance, donc il faut que ce soit à la fois soulager le juge, mais ça ne doit pas aller à l'encontre de la qualité du service rendu à l'usager de la justice, qui reste un service public particulier. L'équité et la non-discrimination, et on l'a dit, la transparence. Voilà quelles sont les grandes lignes dans lesquelles doit s'inscrire l'action du juge administratif et tel qu'il contrôle très brièvement, puisque j'ai essayé d'être le plus rapide possible là. Merci. Un dernier point, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui est très récent, du 27 février 2025, numéro C-203/22, sur la transparence de l'algorithme qui a été utilisé pour prendre une décision individuelle sur le plan privé. Vous pouvez aller voir cet arrêt, 27 février 2025, il est très intéressant, très important en la matière. Merci beaucoup. Et pardon. Merci.